Le chapitre 4 était divisé en 4 dossiers distincts. On a commencé en parlant des choix politiques pour ensuite continuer avec les choix économiques, les choix sociaux et les choix culturels. Commençons d'abord par voir les choix politiques. Le premier événement auquel on doit faire référence, c'est le premier référendum sur la souveraineté association mené par René Lévesque et son Parti québécois en 1980. Ce référendum avait pour but de poser une question aux Québécois, à savoir s'ils voulaient ou non faire une souveraineté association. C'est-à-dire, en d'autres mots, s'ils voulaient que le Québec soit indépendant politiquement du Canada, mais garde tout de même son lien économique avec ce dernier. C'est un non à 59,56 % qui résultera de ce premier référendum. L'année suivante, la nuit des longs couteaux. Nuit durant laquelle, évidemment, une entente sur la modification de la Constitution canadienne est négociée entre Trudeau et les 9 autres provinces dans le dos du Québec. Il faut savoir que dès ces années-là, Pierre Elliott Trudeau avait le désir de rapatrier la Constitution, a tenté de le faire avec le Québec et les autres provinces et ça s'est résulté par une négociation sans le Québec, finalement, d'où le nom La nuit des longs couteaux. On arrive en 1982 avec le rapatriement de la Constitution par Pierre Elliott Trudeau. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur cette image-ci, Pierre Elliott Trudeau accompagné de la reine, qui signent tous les deux la Constitution, c'est-à-dire la loi constitutionnelle de 1982, qui est signée par la reine Élisabeth II et le premier ministre du Canada. On s'en va ensuite à Meech en 1987. L'accord du lac Meech, évidemment, avait pour but de s'accorder entre les 10 provinces par rapport à un texte qui contenait des revendications spécifiques pour le Québec. Par exemple, on voulait reconnaître que la province de Québec était une société distincte. Par contre, la grande majorité des provinces ne l'ont pas approuvé dans les délais, ce qui va faire que Meech sera résulté d'un échec. Dans les années suivantes, on fera une commission, la commission Bélanger-Campeau. Cette commission-là va d'ailleurs mentionner qu'il sera nécessaire de redéfinir le statut du Québec au niveau politique et aussi au niveau constitutionnel. C'est-à-dire qu'on va même recommander un nouveau référendum et on va inviter le fédéral à soumettre des nouvelles offres constitutionnelles pour tenter d'intégrer le Québec. En 1991, c'est le rapport à l'air qui sort, le rapport qui avait aussi pour nom un Québec libre de ses choix. Et ce rapport-là proposera d'ailleurs de nouvelles relations entre Québec et le gouvernement fédéral et prévoit aussi une certaine autonomie politique du Québec. On va même proposer la tenue d'un deuxième référendum sur la souveraineté si les négociations constitutionnelles n'aboutissent pas. Parlant de négociations, c'est ce qu'on tentera de refaire en 1992 à Charlottetown avec l'accord de Charlottetown. Cette fois-ci, on reprend encore une fois les négociations constitutionnelles et on va tenter de s'entendre sur une clause spécifique de société distincte pour le Québec. On va faire un référendum à travers le Canada pour voir si les autres provinces sont en accord et l'accord est rejeté par 54,3 % de la population canadienne. Ce qui nous mène au deuxième référendum, le référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec, cette fois-ci mené par Jacques Parizeau, qui gagnera les élections d'ailleurs en 1994. Lorsqu'il gagne ces élections, évidemment, il promet un deuxième référendum. Il n'y a toujours pas d'entente sur le statut du Québec et le Québec n'a toujours pas signé la loi constitutionnelle de 1982. La veille du référendum, il y a des Anglais, des Canadiens français, des Canadiens anglais de partout au Canada qui vont débarquer pour faire l'événement qu'on appelle le Love-in, où tous les autres Canadiens vont débarquer pour dire au Québec et rappeler aux Québécois qu'ils les aiment et qu'ils veulent qu'ils restent attachés au Canada parce qu'à leurs yeux, c'est une nation ensemble, la nation canadienne. Les résultats pour le deuxième référendum seront beaucoup plus serrés qu'au premier. Le oui sera à 49,4 % alors que le non sera à 50,60 %. Alors, c'est beaucoup plus juste au deuxième qu'au premier. En 2000, on va présenter ce qu'on appelle la loi sur la clarté référendaire. Cette loi-là va d'ailleurs préciser la question et les résultats du vote référendaire. Et ce qu'on va vouloir dire, c'est que s'il y a un prochain référendum, bien, la question devra être claire
Et il faudra aussi que le fédéral puisse trouver des moyens de négocier avec une nouvelle province qui aurait acquis sa souveraineté. On a continué cette période-là en discutant des droits autochtones. Les droits autochtones ont connu certaines évolutions dans les années 80. La première, c'est évidemment l'article 35 qui est joint à la loi constitutionnelle de 1982 qui reconnaît pour une première fois dans une constitution canadienne des droits ancestraux aux peuples autochtones ainsi que tous les droits qui ont été issus des traités signés depuis la naissance du Canada. Un événement hyper important va aussi venir teinter ces années-là, c'est-à-dire la crise d'Oka. Si on regarde la crise d'Oka dans son ensemble, on peut dire que l'élément déclencheur, c'est-à-dire la cause, est la construction d'un projet résidentiel et d'agrandissement d'un golfe situé à Oka sur un territoire revendiqué par les Autochtones. Sur ce même territoire, on retrouvait par exemple un cimetière. C'était aussi des terres qu'on a considérées ancestrales. Le groupe de Mohawks, qu'on appellera aussi les Warriors, vont donc décider de faire un barrage pour bloquer une route. Évidemment, la police intervient et malheureusement, un agent de la SQ perd la vie. À partir de ce moment-là, il y a d'autres populations autochtones aussi qui vont se joindre pour appuyer les populations d'Oka, mais il y a aussi l'armée à qui on fera appel pour régler la situation, mais c'est d'ailleurs l'armée qui interviendra pour démanteler le barrage. Si on continue avec les droits autochtones, il faut aussi souligner évidemment la création du Nunavut en 1999. Lorsque le Nunavut est créé, il y aura comme cause, en fait, des demandes des Inuits au gouvernement fédéral qui voulaient eux aussi avoir un territoire et un gouvernement autonome. Le fédéral va donc leur remettre ce territoire et ce gouvernement-là en 1999 avec la création officielle du Nunavut. La paix des Braves de 2002, une autre entente importante qui est signée entre les Cris et le gouvernement du Québec. On se rappelle ici de la Convention de la baie James et du Nord québécois qui avait été signée en 1975 avec M. Bourassa. La paix des Braves, c'est une certaine continuité de cette convention-là avec quelques ajouts. Par exemple, elle a pour but de faciliter la mise en place de projets hydroélectriques, mais aussi de projets miniers et de projets forestiers dans le nord du Québec. On va vouloir aussi favoriser le développement de l'économie de la région, encourager aussi la participation des entreprises CRI dans le projet et de populations CRI aussi dans ce projet-là. En plus, on va reconnaître leurs droits ancestraux sur leur territoire. On avait terminé cette période-là en parlant de la Commission de vérité et réconciliation menée à partir de 2008 par le gouvernement fédéral. Son but était évidemment de dire la vérité à tous les Canadiens et les Canadiennes et de faire la lumière sur ce qu'ont vécu plus de 150 000 jeunes autochtones dans les pensionnats. C'est donc un événement très important et très significatif afin de reconnaître ce qui s'est passé dans les pensionnats et aussi de se réconcilier avec les populations autochtones et le gouvernement fédéral. Enfin, on a parlé des relations internationales. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quelles sont les relations internationales du Canada, où le Canada se situe au niveau international. Bien, le Canada a, par exemple, un siège au G7, au G20, à l'ONU et à l'OTAN. Alors, quand même, 4 grandes organisations internationales. On a continué ensuite avec le dossier 2, les choix économiques. Lorsqu'on a commencé ce dossier-là, on a commencé en mentionnant qu'au début des années 80, on vit une période de ralentissement économique, c'est-à-dire une période de ralentissement des activités. Pourquoi? Bien, c'est causé évidemment par un ralentissement des activités aux États-Unis, ce qui a une influence sur nos activités à nous au Canada. Les États-Unis vont se mettre à moins importer de matières premières du Canada, moins importer de produits. Alors, ce que ça va faire, c'est que des entreprises canadiennes vont devoir baisser leur production et même certaines devront fermer leurs portes. Si on ferme notre porte ou on baisse notre production, cela a comme impact, évidemment, de faire augmenter le chômage. Et comme le chômage augmente, on va aussi voir une diminution générale de la consommation de biens et de services qui va ralentir d'autres secteurs de l'économie. L'État doit maintenant intervenir directement pour aider la population qui se retrouve sans le sou. Influencé par ce qu'on appelle le néolibéralisme, cette idéologie économique qui prône le libre-échange, qui prône le laisser-faire économique et qui remet un peu en question l'interventionnisme de l'État, l'État va devoir se positionner afin de diminuer en fait la dette qu'il va accumuler au cours de cette période-là. Il va donc viser, par exemple, une réduction de sa dette et va même
penser à réduire certains investissements dans certains secteurs pour justement s'assurer de ne pas trop augmenter sa dette. Ce qu'il va faire aussi pour créer une certaine rentrée d'argent, c'est qu'il va décider de privatiser des sociétés d'État. On va penser ici à Air Canada qui sera privatisé en 88 et à Petro-Canada qui sera privatisé en 91. On a parlé aussi d'un autre gros morceau lors de cette période-là. Évidemment, on a parlé de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est d'abord la mondialisation? Bien, c'est une économie mondiale. Ça, c'est la première chose à comprendre, c'est le fait que l'économie devient mondiale. Maintenant, on a parlé aussi des impacts, des effets de cette mondialisation-là. La première chose qu'on peut dire, c'est que certaines compagnies vont profiter de la mondialisation, certains pays vont en profiter aussi. Si on pense au Canada, on peut penser d'ailleurs à l'accord de libre-échange nord-américain, c'est-à-dire l'ALENA, qui est signé avec le Mexique et les États-Unis. Les accords de libre-échange, c'est des moyens que plusieurs pays, plusieurs gouvernements vont utiliser pour faire des échanges et pour favoriser une certaine part de leur secteur économique. Ces accords-là vont, par exemple, permettre à des entreprises canadiennes de mener des activités commerciales sur le même pied d'égalité que des pays partenaires, par exemple, le Mexique. Ce que ça veut dire, c'est que différentes industries vont aussi être favorisées par ces ententes. On peut penser à l'aéronautique, on peut penser à l'aluminium sous sa forme brute, on peut penser aussi aux minerais de fer et ses concentrés, l'huile de pétrole aussi. Alors, il y a certains secteurs comme ça économiques canadiens qui, et même québécois spécifiquement, si on pense à l'aéronautique, vont en profiter directement. Maintenant, il y a quand même des effets à cette mondialisation-là. La première qu'il faut dire, c'est que ça accentue aussi une concurrence. C'est-à-dire que les entreprises doivent rester concurrentielles avec les entreprises d'autres pays. Ce que certaines personnes, ce que certaines compagnies vont décider de faire, c'est de délocaliser leur entreprise. Pourquoi délocaliser? Justement, peut-être pour aller chercher une main-d'œuvre qui coûte un peu moins cher pour être en mesure de rester compétitif. Ce que ça a comme conséquence, évidemment, c'est une certaine perte d'emploi pour certaines régions et on peut penser à la conséquence qui peut y être directement liée, c'est-à-dire la dévitalisation des localités. Souvent, ce qu'on va voir dans une localité dévitalisée, c'est une population en chute, une population vieillissante, une baisse d'investissement et de services locaux, les jeunes qui vont décider de quitter, le chômage qui va être en croissance, une croissance aussi de l'assurance-emploi, et évidemment une baisse de sa population active. Ça peut être aussi plus fatal pour certaines villes si on pense aux villes mono-industrielles. Prenons l'exemple de la ville de Gagnon. La ville de Gagnon qui se retrouvera complètement fermée par la suite à la fermeture ou l'arrêt de l'exploitation d'une seule ressource qu'il avait sur son territoire. C'est ce qu'on appelle une ville mono-industrielle, c'est-à-dire une ville où une seule industrie fait vivre la région. À partir de ce moment-là, si l'usine ferme, bien évidemment, les gens se retrouvent au chômage et dans le cas de la ville de Gagnon, on a trouvé comme solution de complètement fermer la ville. Maintenant, si on avait à penser à des solutions pour éviter la dévitalisation, éviter la fermeture de villes, par exemple, comme la ville de Gagnon, bien, on peut définitivement nommer la diversification de son économie avant qu'il soit trop tard. Il y a aussi certains mouvements qui vont encourager une certaine économie locale. On va penser à Québec Inc., le nom que plusieurs personnes vont attribuer au partenariat entre le gouvernement du Québec et un groupe d'entreprises géré par des Québécois francophones. On va donc veiller à un certain développement des petites PME, création d'emplois au Québec et miser sur justement la diversification de l'économie pour certaines localités qui en ont certainement besoin. Maintenant, si on parle de la mondialisation, il y a des mouvements contre cette mondialisation-là et le mouvement de pensée, c'est les altermondialistes ou l'altermondialisme. Qu'est-ce que c'est l'altermondialisme? C'est un mouvement de protestation par rapport à la mondialisation et au néolibéralisme qui vise à créer des liens à l'échelle mondiale pour contrer justement les effets négatifs de la mondialisation. Ce qu'ils vont dénoncer, par exemple, c'est les politiques néolibérales de l'État, c'est-à-dire les coupures dans certains secteurs de l'économie, et le fait que le néolibéralisme veut vraiment promouvoir le laisser-faire économique sans nécessairement aider les populations plus pauvres, ce qui augmente les écarts de richesse. Et ce qu'ils vont faire, par exemple, c'est faire des manifestations
pour justement faire valoir leurs points et dénoncer les politiques néolibérales. Parlant d'économies différentes, d'économies alternatives, on peut penser à l'économie sociale. L'économie sociale prône surtout l'équité, la solidarité. C'est souvent des projets qui vont naître au sein de communautés précises, qui sont aux prises avec certaines difficultés économiques ou sociales. Les profits sont redistribués souvent entre les participants ou la communauté, alors ce n'est pas nécessairement des entreprises à but lucratif. On va parler aussi d'emplois durables et de qualité. Et ça va servir à lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté. On peut penser au bistrot-café ici qu'on voit là, qui va vraiment viser l'intégration de personnes avec certaines déficiences intellectuelles dans un service de restauration. On a aussi parlé comme mouvement alternatif de la grève étudiante de 2012. Ce qu'il faut se rappeler pour la grève étudiante de 2012, c'est qu'il y a une cause à tout ça, qu'il y a un élément déclencheur. Le gouvernement libéral de Jean Charest va annoncer une hausse des frais de scolarité. Comment les étudiants réagissent? Bien, ils réagissent en faisant grève, manifestation. Au printemps 2012, c'est de nombreux étudiants par milliers qui vont manifester contre la hausse des droits de scolarité proposée par le gouvernement libéral de Jean Charest. On peut retrouver, par exemple, le signe qu'ils avaient, le carré rouge. Maintenant, vers la fin, Jean Charest décide de déclencher des élections pensant que ça allait régler le conflit et qu'il aurait regagné ces élections avec l'appui de la population. Par contre, ce n'est pas ce qui se passe et c'est le Parti québécois qui va gagner et ça nous mène vers un événement hyper important, l'élection de la première femme première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, pour le Parti québécois. On continue avec le dossier 3, les choix sociaux. On a commencé par l'analyse de certains graphiques. Premièrement, on remarque au niveau du graphique sur la natalité qu'il y a justement une dénatalité, c'est-à-dire une chute du taux de natalité ou une diminution importante des naissances qui va mettre en péril évidemment le renouvellement des générations. Ce que ça va causer, c'est un certain vieillissement de la population âgée de 65 ans et plus qui est clairement en augmentation si on regarde notre pyramide des âges sortie en 2011. Ce que ça a évidemment comme impact, c'est une augmentation des retraités, une certaine pression supplémentaire sur le système de santé aussi liée au vieillissement de la population, ce qui engendre une augmentation des dépenses en santé aussi et une augmentation des impôts et l'endettement pour maintenir un niveau de service. C'est donc des choix sociaux qu'on va faire en santé, c'est-à-dire d'augmenter nos dépenses en matière de santé et d'augmenter une certaine part là, de ce qu'on demande aux contribuables pour être capable d'assurer des soins de santé à nos aînés, par exemple. On va aussi penser dans ces années-là à des politiques familiales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera comme choix pour encourager la famille, pour augmenter les naissances. Premièrement, on peut penser à la création des CPE, les services de garde subventionnés, au crédit d'impôt pour aider les parents, qui est une certaine mesure de soutien, et une mesure de soutien financier ici pour des familles à faible revenu. Donc, ce sont, par exemple, des mesures qui sont mises en place pour encourager les naissances. Maintenant, on va parler de l'apport de l'immigration, c'est-à-dire de changements de plus en plus importants, par exemple, à l'accueil de certains nouveaux groupes ethnoculturels. Si on regarde ici, on voit l'augmentation de l'immigration, on voit aussi les principaux pays de naissance. Alors, on voit de plus en plus une immigration qui est diversifiée. D'ailleurs, en 1990, on mettra en place une politique en matière d'immigration et d'intégration au Québec qui s'appellera Au Québec pour bâtir ensemble. On va présenter le Québec comme une société qui est démocratique, qui est ouverte à la diversité et des opinions et des comportements dont la langue commune sera le français. On peut penser aussi à l'accord Canada-Québec qui vient confirmer que le Québec peut choisir l'immigration selon certains critères, tout en donnant la responsabilité à la province de l'accueil de ces immigrants. En 2016, ensemble, nous sommes le Québec qui visera à mettre en place des pratiques plus efficaces pour l'intégration de l'immigration. Enfin, quelque chose d'important qui sera aussi mis en place dans ces années-là, c'est la neutralité et la laïcité de l'État.
En 2008, c'est le rapport Bouchard-Taylor qui va venir mettre la table à tout ça. Ce rapport-là s'est penché sur les pratiques d'accommodement raisonnables reliées aux différences culturelles. Il va d'ailleurs recommander la laïcité et la neutralité de l'État afin de s'assurer que, par exemple, un employé de l'État soit complètement laïque pour justement favoriser un certain vivre ensemble. Égalité hommes-femmes, on a parlé de deux choses, de l'équité salariale, donc de la loi sur l'équité salariale, qui vient dire, par exemple, que les entreprises doivent verser un salaire égal pour des emplois différents, mais de valeur équivalente, c'est-à-dire qu'un homme et une femme doivent sensiblement gagner le même salaire pour des tâches qui sont sensiblement les mêmes, et la parité qui vise à avoir 50 donc 50 hommes, 50 femmes au sein de son entreprise. On va aussi mettre en place des mesures pour encourager la conciliation travail-famille. Je pense aux congés parentaux payés, au régime de RQAP, le régime québécois d'assurance parentale. Certains changements sociaux aussi vont venir aider, soutenir l'égalité homme-femme. Je pense à la loi modifiant le Code civil du Québec, la loi sur le patrimoine familial pour favoriser justement l'égalité entre les deux époux, les deux conjoints, et la loi instituant l'union civile, donc de nouvelles règles là, ici par rapport à l'union civile, l'union de deux personnes, par exemple deux conjoints. On termine avec le dossier sur la culture, sur les choix culturels. La question linguistique. Première chose, des groupes de pression anglophones vont contester la loi 101. C'est d'ailleurs l'élément de départ à toute la remise en question de la langue française. La loi 101 qui autorise pas le français, qui autorise que seulement le français comme la langue d'affichage. Maintenant, en 1988, on va revoir cette langue-là parce que des anglophones vont mentionner, vont déposer des poursuites pour dire que ça va à l'encontre de la liberté d'expression, cette fameuse loi 101 mise en place, on se rappelle, par René Lévesque. La loi 178 va donc remplacer cette loi-là en 88 et va obliger l'affichage du français à l'extérieur des établissements. En 93, on va revoir la loi et on va mettre en place la loi 86 qui va remplacer la loi 178 qui va permettre l'affichage bilingue. Par contre, si l'affichage est bilingue, l'affichage en français doit être prédominant sur, par exemple, l'affiche extérieure du restaurant ou du commerce. Maintenant, on a parlé aussi de la question de la langue d'enseignement. Au Québec, évidemment, c'est le français qui est la langue imposée à tous. Et tout enfant qui fréquente l'école québécoise doit apprendre le français, sauf évidemment si des enfants de parents qui ont été eux-mêmes à l'école anglophone décident d'envoyer leur enfant à l'école anglophone. À ce moment-là, c'est accepté. Pour ce qui est des langues autochtones, on a parlé de l'importance de ces langues-là, qu'elles sont de plus en plus menacées, sauf certaines langues inuites qui sont un peu moins menacées que certaines autres langues autochtones. Certaines de ces langues-là sont d'ailleurs encore enseignées un peu dans ces communautés-là et il y a encore plus d'une dizaine de langues, là, par exemple, qui sont parlées au Québec. Maintenant, on termine avec l'industrie culturelle du Québec. Alors, en 92, on va assister à une première dans la politique culturelle. La première politique va énoncer les grandes orientations et les grands objectifs du gouvernement en matière de culture. On aura 3 volets. L'identité culturelle, le soutien aux créateurs et aux arts et l'accès à la participation des citoyens à la vie culturelle. C'est-à-dire qu'on veut vraiment encourager là, les Québécois, les citoyens, à participer à cette culture québécoise-là. On va aussi voir une réforme du ministère de la Culture, que ce soit par la création du Conseil des arts et des lettres du Québec et certains autres établissements, évidemment, qui vont aussi établir un certain partenariat avec des petites municipalités pour développer le culturel. Maintenant, comment on finance tout ça? On peut penser au fait que l'État va mettre en place des mesures de soutien financier, c'est-à-dire des mesures de financement qui vont découler de sa politique culturelle. Des sociétés d'État aussi vont être créées pour financer la culture. On peut penser à la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, la SODEC, et d'autres organismes aussi existent, d'autres entités existent aussi, comme par exemple la CAN, qui est le Conseil des arts et des lettres du Québec, et le BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors voilà pour le chapitre 4. Donc, je vous encourage à faire une bonne étude. À tous et bon succès!